Bon, alors merci. Bonjour tout le monde. Merci d'être là, même si dans les plannings de session, ce n'est pas l'idéal. Alors, grosso modo, je vais m'éclaircir la gorge d'abord. Ce que je vais aborder aujourd'hui, c'est un peu le socle conservateur de l'antiféminisme et de le situer dans le contexte québécois. Donc, ça reprend en partie des choses qui sont dans mon texte de l'ouvrage collectif, mais je me permets d'aller un peu en dehors parce que peut-être que certains ou certaines d'entre vous avaient lu le texte en question. Bon. La première chose qu'il faut faire, je pense, c'est de distinguer l'antiféminisme de la misogynie ou du sexisme. C'est dans la même famille idéologique, on s'entend, mais c'est bien aussi d'être assez précis quand on veut comprendre d'où viennent les attaques, comment elles viennent et comment les contrer. Bon. C'est dans ce sens-là. Alors, moi, je dirais que la misogynie, c'est un truc qu'on pourrait dire qui est un peu éternel dans les histoires qui nous sont connues, c'est-à-dire le mépris des femmes et du féminin. Donc, c'est ce qu'on pourrait appeler la catégorie la plus générale, qu'on retrouve dans à peu près toutes les sociétés pour lesquelles on a une documentation historique. Okay. Le sexisme, c'est aussi assez universellement répandu. C'est un système d'organisation des rapports sociaux de sexe qui est basé sur l'oppression des femmes. Alors là, déjà, on voit que ça peut perdurer dans le temps aussi. Il y a beaucoup de systèmes d'organisation sociale qui sont basés sur une différenciation sexuée du travail et qui sont basés sur l'oppression des femmes. Mais évidemment, c'est quelque chose qui se reconfigure comme la misogynie. La misogynie a un côté un peu plus éternel, je dirais, que le sexisme qui se reconfigure dans les diverses situations historiques. Bon, l'antiféminisme me semble plus précis, c'est-à-dire que c'est une opposition au féminisme comme mouvement collectif d'émancipation des femmes, c'est-à-dire que le féminisme comme force d'opposition au sexisme, et aux féministes comme porteuses de ce mouvement. Bon, alors, ce qui est, on peut dire que de l'antiféminisme, d'ailleurs, comme de l'antisémitisme, qu'il n'y a pas besoin d'avoir des féministes pour qu'il y ait de l'antiféminisme. Regardez un pays comme la Pologne, où il doit rester peut-être 100 juifs au grand total, mais c'est un pays qui est profondément antisémite encore aujourd'hui. Hein. Donc, alors, l'un n'exige pas l'autre, mais il y a la construction d'un ennemi à abattre qui est les féministes et le féminisme. Et c'est de ça dont je vais vous parler. Donc, en sociologie des mouvements sociaux, on peut interpréter l'antiféminisme vraiment comme un contre-mouvement qui accompagne en termes réactifs, si on veut, ou qui vise à empêcher le développement du féminisme et surtout des avancées de type féministe pour reconfigurer les rapports sociaux de sexe. Donc, ça, c'est pour les distinctions de termes. Alors, si je dis qu'il y a un socle conservateur dans l'antiféminisme, il faut aussi définir ce que c'est le conservatisme. Et là, c'est un peu plus compliqué à faire. J'ai enseigné beaucoup l'histoire de la pensée politique, donc j'ai consulté les manuels d'histoire de la pensée politique que je connais. Et je dirais qu'il y a deux affaires qui reviennent parce que c'est assez nébuleux, les définitions qui sont données du conservatisme. Et les deux affaires qui reviennent, c'est la première, c'est l'opposition au changement brusque de l'ordre social. Donc, les conservateurs seraient des gens qui pensent que l'ordre social est une valeur à préserver. Okay? Donc,
mais qu'il y a toujours place à l'amélioration éventuellement, mais ils ne sont pas des progressistes au sens de croire dans la perfectibilité de l'humanité et dans l'idée d'un progrès social. Au contraire, ils se disent, si ça fonctionne, don't fix it. Je veux dire, ça fonctionne, il n'y a pas besoin de s'en occuper. La vertu première des conservateurs, c'est aussi quelque chose qui date d'il y a longtemps. On retrouvait ça déjà chez Cicéron. C'est la question de la prudence. Okay? C'est l'idée de ne pas brusquer les affaires. Et donc, une tolérance très limitée par rapport à toute force de contestation sociale et une intolérance assez importante par rapport à l'idée de la révolution. Le conservatisme, on peut faire des réformes à la rigueur, mais la révolution, il ne faut pas charrier. C'est dangereux. Et Burke, dans son fameux, ce qui sert un peu de toile de fond au conservatisme de ce genre-là, a montré dans son discours sur la Révolution française à quel point c'était quelque chose d'inutile qui entraînait un tas d'effets pervers et qui s'en prenait pas aux bonnes cibles, d'une certaine façon. Bon, pour simplifier, 500 pages de texte avec 0 chapitre dans les 500 pages en question. Bon, alors ça, c'est la première tendance qui est la plus, je dirais, la plus répandue dans le monde moderne ou postmoderne, dans la mesure où c'est ce qui est le plus compatible avec l'idée de la modernité. C'est donc cette idée de la prudence sociale et l'opposition aux choses. La deuxième composante qu'on peut trouver dans le conservatisme, c'est la nostalgie du bon vieux temps. Okay? Ça va avec l'idée du traditionnalisme. Okay? C'est exactement le contraire des devises de Saint-Valentin, c'est-à-dire c'était mieux hier et c'est moins bon aujourd'hui et si ça continue, ça sera encore moins bon demain. Bon, fait que ce qu'on a vu apparaître dans le discours, disons, des années 80, sous le truc des bonnes vieilles valeurs familiales qui auraient été menacées par le féminisme. Bon, c'est vrai. Je veux dire, c'est une très bonne chose d'ailleurs que le féminisme a menacé les bonnes vieilles valeurs familiales parce que les bonnes vieilles valeurs familiales étaient quand même fondées sur toute une série d'inégalités sociales. Bon, alors évidemment, dans une perspective conservatrice, le féminisme, c'est quelque chose qui dérange parce que, après tout, on peut voir que le féminisme a apporté, dans un temps relativement bref, une véritable révolution pour les femmes, pour les hommes, ça a bousculé le rapport entre les sexes, la compréhension des sexes et les rapports entre les générations. Okay? Ce qui est quand même... Ça n'a pas tué personne. Il y en a certaines qui ont été tuées pour féminisme, mais le contraire, pas. De ce point de vue-là, on peut dire que c'est une révolution dans les modes d'organisation sociale. Bon, je veux dire, on peut prendre quelques indicateurs au niveau je veux dire, qui permettent de comprendre que la génération des femmes qui ont eu 20 ans au début des années 70 n'a pas été confrontée aux mêmes enjeux que la plupart d'entre vous qui arrivez dans la vingtaine ou qui n'êtes pas trop avancés dans la vingtaine. Okay? Bon, au niveau de l'éducation, c'est l'accès aux études et un cursus similaire pour les filles et les garçons. Au niveau du statut personnel, il y a quand même une égalité dans le mariage, une pleine capacité juridique des femmes. Au niveau du travail, il y a un accès facilité des femmes mères de jeunes
jeunes enfants au marché du travail rémunéré par le biais de mesures de conciliation travail-famille et le principe, à tout le moins, de l'équité salariale. L'avortement et la contraception qui sont en liberté d'accès pas partout à travers la planète, mais au moins au Québec pour l'instant. Et une certaine forme de prise en considération de la violence sexo-spécifique, même si c'est probablement le terrain sur lequel on a marqué le moins de points, si on fait un comparatif. Là. Bon, effectivement, nos vies ne sont plus les mêmes, donc on peut comprendre que le féminisme dérange les conservateurs. Okay? Alors, comment se manifeste cet antiféminisme dans le contexte québécois? La première chose qu'il faut dire, c'est que l'antiféminisme est extrêmement plastique dans ces manifestations. Okay? Y a pas, on ne peut pas dire ça prend toujours telle forme, ça varie beaucoup au fil du temps. Et je vais vous donner une couple d'exemples et vous allez voir que ça varie au cours du temps, mais qu'il y a toujours ce fond soit d'opposition au changement brusque de l'ordre social, soit cette espèce de nostalgie du bon vieux temps dans les manifestations successives de l'antiféminisme. Alors, je dirais que la première occasion où on a vu poindre de l'antiféminisme, mais ça n'a pas pris de cette façon-là pour toute une série de raisons, ça a été au moment de l'affaire des Yvettes au référendum de 80. Okay? Le mouvement des Yvettes, à mon avis, n'était pas un mouvement antiféministe, c'était des féministes fédéralistes qui s'opposaient à des féministes souverainistes. Et bon, je veux dire, c'est pas ma tasse de thé féministe, Thérèse Casgrain ou Monique Bégin, mais je dirais pas, je les excommunierais pas du féminisme non plus. OK? Mais il y a, je pense entre autres à Lise Bissonnette, qui a vraiment essayé de le faire interpréter, ce mouvement-là, comme on a eu bien des bouleversements, c'est des réformes qui sont dures à digérer socialement et il faudrait se calmer le pompon sur les réformes pro-féministes. Okay. Ça n'a pas pris tellement, mais ça a semé quelques graines, cette affaire-là. Et au moment de Polytechnique, ces graines-là ont trouvé un terreau pas mal plus fertile pour se développer et acquérir un certain droit de cité. Alors, il y a vraiment cette idée, après Polytechnique, et même chez les féministes, pas juste chez les antiféministes, mais chez les féministes, l'idée de la fin de la récréation. On l'a eu belle jusqu'à présent. Là, les oppositions sérieuses s'en viennent. Il y a cette idée du féminisme qui est allée trop loin. C'est porté principalement par des personnalités publiques. Bon, je pense entre autres à l'inénarrable Denise Bombardier, mais aussi à un journaliste qui est tombé depuis dans l'oubli. C'est pas une mauvaise chose, donc je ne le nommerai pas vu qu'il est tombé dans l'oubli, mais qui s'est fendu d'un manifeste d'un salaud revendiquant finalement son machisme. Donc ça a eu des effets et d'inhibition, si on veut, chez les féministes, et de légitimation dans l'espace public de ce qu'on pourrait appeler un discours de beauf. Là. On voit ressurgir ça une décennie plus tard avec l'apparition des premiers groupes masculinistes. Okay. Vers la fin des années 90, on commence à voir se développer un discours qui reprend certaines tropes qui étaient, entre autres, dans le manifeste d'un salaud. Il y a eu dans le passé des affaires qu'il fallait corriger.
C'est fait, mais là, on est en train de mettre le curseur un peu trop loin dans l'autre camp et il faudrait s'occuper de ces pauvres messieurs qui souffrent beaucoup dans la vie et qui n'ont pas de services appropriés pour faire face à leurs souffrances. Donc, on a le fameux discours du décrochage scolaire des garçons, des pauvres pères qui sont privés de voir leurs enfants, du suicide plus répandu chez les hommes que chez les femmes, etc. Mais on voit ça dans des groupes. Okay, qui sont surtout actifs sur le web, mais qui sont aussi actifs autrement. Je pense entre autres au groupe Fathers for Justice, là, qui avait trouvé un bonus à gruger et qui a réussi un peu à se structurer. Et c'est un phénomène qui est amplifié par les radios poubelles qui, malheureusement, ne se limitent pas au territoire de la Ville de Québec. Je dirais qu'un peu après, dans les années 2000, le relais a été pris par les partis politiques comme l'ADQ et la CAQ, puis qu'on a vu une recrudescence suite au deuxième référendum de 1995, on a vu une recrudescence du conservatisme dans les milieux intellectuels et principalement dans les milieux nationalistes qui ont commencé à fournir un autre discours antiféministe qui était centré sur le fait que les femmes sont d'abord et avant tout des mères. Okay? Sur l'idée d'une remise en question de l'État-providence et du repli sur les structures familiales. Donc, les services publics qui avaient été mis en place pour prendre soin des jeunes enfants, on les remet en cause, pas nécessairement en remettant en cause l'existence de structures, mais en remettant en cause la nature publique des structures. Vous avez vu que les systèmes de garde privés se développent beaucoup mieux que les systèmes de garde publics, et ça fait à peu près... ça correspond à la montée de cette droite conservatrice et aussi tout le phénomène dit des aidants naturels qui remet aux structures familiales le soin aux malades, aux handicapés, etc. Bon, il me semble que ça correspond, cette affaire-là, à une espèce de basculement du nationalisme, d'un mouvement d'affirmation nationale, donc la symbolique de l'idée du pays, à un mouvement de préservation identitaire qui se replie sur le non politique, c'est-à-dire la famille, pour préserver l'identité québécoise. Et donc, avec l'idée que la nation sera mieux préservée s'il y a une hiérarchie à l'intérieur du privé, et donc il faut restaurer l'autorité des pères en tant que transmetteurs de l'identité nationale. Je dirais qu'à l'heure actuelle, on est en train d'assister à une reconfiguration de l'antiféminisme. On peut dire que, je reprends un peu une catégorie qui est dans l'introduction de Christine Bard au bouquin, c'est l'espèce d'un antiféminisme intersectionnel, là, ce que moi j'appelle le conservatisme en le dresse, c'est-à-dire raciste, homophobe, islamophobe et antiféministe. Ça s'incarne beaucoup dans les groupes d'extrême droite. Le chantier antiféminisme du REQEF est en train de faire une étude, d'ailleurs, sur ces groupes d'extrême droite et leur discours antiféministe, mais on n'est pas assez avancé pour que je vous donne quelques scopes. Bon, ça te fera d'autres communications, pas nécessairement par moi. D'autre part, il y a un égalitarisme néolibéral qui opère qui dit il ne s'agit plus d'être féministe, il s'agit d'être égalitariste. Okay? Et donc, qui opère une symétrisation des situations sociales des femmes et des hommes en insistant sur les problèmes des hommes. Et finalement, il y a toute cette question de la remontée de la droite religieuse
toutes religions confondues. Sur ça, il y en, je veux dire, ça peut soutenir une position très laïciste, mais qui n'est pas la mienne. Mais le fait que l'Église est de plus en plus, la principale Église ici, dans une opposition aux théories du gender. Bon, ça n'a pas l'ampleur que ça peut revêtir en France, par exemple, ou en Italie, mais c'est quand même présent dans l'espace public et ça participe de cette montée d'un antiféminisme comme mouvement conservateur. Donc, je pense que ce que ça veut dire, c'est que à l'heure actuelle, ce qu'on peut dire de façon générale sur notre époque, c'est que le conservatisme se porte plutôt bien. OK? On en a beaucoup d'exemples. Et pas juste avec l'élection de gouvernements provinciaux conservateurs. Là. Ça se porte plutôt bien. Ça prend plusieurs chemins. Comme je vous dis, il y a l'extrême droite, l'égalitarisme néolibéral et la droite religieuse qui sont assez différents, mais ça partage cette idée qu'un des ennemis à abattre dans le péril qui menacerait nos sociétés, c'est quand même le féminisme. Merci.